Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Voici les principales informations développées dans cette édition du lundi 2 décembre. Les agressions sexuelles sur un membre d'une même famille, ce que l'on appelle l'inceste. En Polynésie, certains dossiers sont délicats. Nous vous parlerons d'une petite fille de 6 ans, victime de son papa, qui garde malgré tout le droit de visite. Le programme Hackathon 2024 pour favoriser l'insertion professionnelle met à l'honneur cette année les sans domicile fixe. De grandes sociétés du Fénois ont décidé de les soutenir. Nous irons à la rencontre de 2 travailleurs, Abel et Keremo. Après l'utilisation du 49.3 pour faire passer le budget de la sécurité sociale et engager la responsabilité du gouvernement, 2 motions de censure ont été déposées à l'Assemblée nationale. L'adoption d'une motion étudiée mercredi devrait sonner le glas du gouvernement Barnier. Pour parler de politique nationale, mais aussi du budget de la Polynésie, étudié en séance la semaine prochaine, nous recevons le président du Tapura Huiratira et représentant à l'Assemblée, Édouard Fritsch. Avec l'ancien président du pays, nous parlerons aussi de la liste des produits de première nécessité qui est en pleine refonte. Il y a de nouveaux produits, mais les prix ont aussi augmenté. Ça fait les affaires des commerçants, mais pas des consommateurs. Merci d'être avec nous. Le chiffre est absolument effrayant. 160 000 incestes sont recensés chaque année en France et malheureusement, la Polynésie est comprise dans ces statistiques. La parole des enfants est aujourd'hui censée être libérée, mais elle n'est pas forcément suivie d'une protection des mineurs. Exemple avec une petite fille de 6 ans, victime présumée d'agression sexuelle de la part de son père. Ce dernier peut toujours lui rendre visite. Caroline Fari et Mirko Vanfo ont tenté d'en savoir plus. On est en colère. On a l'impression qu'il n'y a pas de justice. Un grand-père désespéré. Sa petite fille de 6 ans dénonce des agressions sexuelles à répétition de la part de son père sur elle et sa petite sœur. Mais 1 an après, le père a toujours un droit de visite accordé par la justice. Le juge des enfants a donné un jugement il n'y a pas très longtemps. Et il a eu une première visite sous contrôle à la DSFE de 2 heures. Et à partir de déjà hier, il a eu une visite chez lui. Il a le droit de les prendre chez lui une fois par semaine. Alors une fois c'est 2 heures, une fois c'est 3 heures. Là, dimanche prochain c'est 5 heures. Sans contrôle, sans rien. Malgré 2 plaintes, dont une pour viol, 2 signalements de psychologues et 1 de l'école, la situation reste préoccupante pour ces 2 mineurs. À la DSFE, on avait proposé un placement provisoire de l'enfant chez un tiers, mais aujourd'hui rien n'est fait. Au vu de tous les éléments, il y a de fortes inquiétudes par rapport, en effet, à ces 2 mineurs. On a eu une décision de justice qui notifiait, en effet, qu'il n'y avait pas de placement, malgré ce qu'on avait pu requérir. J'ai du mal à comprendre, au vu des éléments, pourquoi il n'y a pas un cadre qui est posé. Est-ce que la justice n'a pas assez d'éléments pour pouvoir trancher et poser un cadre principalement? En tout cas, il me semble important de requérir une mesure de protection temporaire. En cas de viol ou d'agression sexuelle, le procureur de la République est immédiatement saisi, ordonne une enquête et met en place des mesures censées protéger l'enfant. Normalement, la mesure de placement sert à ça, sert à le protéger de tout ça et notamment éviter qu'il aille dormir avec le parent incriminé. Mais dans cette affaire, les 2 mineurs sont toujours à la merci d'un présumé prédateur. On dit que la parole de l'enfant doit être libérée, et quand la parole de l'enfant se libère, voilà, on en est quoi. L'enquête pénale est toujours en cours. Son issue permettra d'innocenter ou d'accuser le père. Quelle est la procédure ? Réinsérer des sans domicile fixe, c'est l'objectif cette année du programme Hackathon, un programme pour favoriser l'insertion professionnelle. 6 SDF sont en contrat à durée indéterminée dans des grandes sociétés. 20 sont encore en contrat à durée déterminée en attendant le CDI. Nicolas Suir et Dylan Fels ont rencontré 2 d'entre eux parmi les plus motivés au centre de tri de Fa'a. Regardez. Des colis à lister puis à livrer, c'est la responsabilité d'Abel. Ce sans domicile fixe est chauffeur au centre de tri de Fa'a depuis 1 an. Il y a 15 jours, il a signé un contrat à durée indéterminée. Dès lors, il déborde de gratitude et d'espoir. C'est une nouvelle vie, une nouvelle aventure, un futur pour moi. Donc voilà, c'est l'avenir assuré pour les jours à venir.
La perspective d'un nouvel avenir le ravit et déjà tous ses collègues l'apprécient au travail. Ces derniers ne tarissent pas d'éloges à son égard. Tous les jours, il fait le tour, il dit bonjour à tout le monde. De deux, il fait toujours plus de ce qu'on lui demande. Et de trois, il est toujours souriant. La direction avoue avoir effectué un très bon recrutement sur un poste dont elle avait besoin. Elle dit à présent vouloir aller au bout de la démarche de réinsertion en aidant Abel à trouver un logement. Il y a plusieurs options, effectivement. Essayer de trouver des propositions en interne avec des gens qu'on connaît ou des partenaires qui puissent nous aiguiller vers des offres de logement. Ou pourquoi pas carrément essayer de se porter garant dans le cadre d'une négociation. SDF également, Keremo est désormais en CDD en tant que chauffeur. Il redouble d'ardeur en apprenant la nouvelle du recrutement permanent de son ami. Je travaille encore plus jusqu'à ma retraite, quoi. Et de sortir aussi de la rue, quoi. Comme ça, de vivre comme tout le monde, quoi. Un toit sur la tête, quoi. Comme tout le monde. Ensemble, ils livrent les colis sur les goélettes, direction les îles. La sensation d'être utile et d'appartenir à une entreprise les enivre. Le fait de représenter OPT, de pouvoir livrer les colis pour OPT, ainsi que les courriers, ça fait toujours quelque chose. Voilà. Je suis un homme heureux. Un travail, un salaire décent et une vie normale, c'est tout ce à quoi aspirent Abel et Keremo après plusieurs années de vie dans la rue. Après le recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter le budget de la sécurité sociale, le Premier ministre Michel Barnier et son gouvernement sont en sursis. Le nouveau Front populaire et le Rassemblement national ont chacun déposé une motion de censure qui seront débattues à partir de mercredi. Laïd Beritan et Thomas Chevalerias ont recueilli quelques réactions de parlementaires ultramarins. Le Premier ministre Michel Barnier a donc activé le 49.3 pour faire adopter le budget de la sécurité sociale sans vote. Si la France insoumise et le Rassemblement national ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils voteront la motion de censure du gouvernement, eh bien chez les parlementaires ultramarins, les réactions sont diverses. C'est la première fois que je vois le bloc commun aussi nombreux dans l'Assemblée. C'est ça la réalité. Ils n'ont pas discuté ni en commission, ni en séance. Pendant que nous, on faisait des séances de 9h à minuit, il n'y avait personne. Ils n'ont pas souhaité. Ils avaient leur projet, ils avaient leur PLFSS, comme ils ont leur PLF, et ils comptaient passer en force et mettre en œuvre une négociation qui allait les emmener à faire une politique toujours plus à droite. Et nous sommes contre. S'il y a une motion de censure, je la voterai. Parce que le budget qui a été mis en œuvre aujourd'hui ne répond en rien aux réalités de nos territoires aujourd'hui. Et de toutes les manières, de façon globale, le budget aujourd'hui met à mal, met en difficulté tout un pays parce que la stratégie d'Emmanuel Macron n'a pas payé en matière économique. Donc maintenant, on voit la crise qui nous arrive dessus. Sur nos territoires, nous sommes déjà en crise. Donc je veux dire, à l'échelle de la nation, c'est un budget qui n'est pas à faire et ni à proposer. Tout ce que l'on espère, c'est une certaine stabilité au niveau du gouvernement central pour qu'on puisse faire avancer nos sujets des Outre-mer. Vous l'avez vu, la situation est urgente dans beaucoup de nos territoires et on ne peut pas repousser encore de 6 mois le débat et les mesures concrètes sur l'avancée de ces situations. On n'avait pas besoin de ça. Rien ne nous est épargné finalement dans cette mandature. Mais écoutez, on va faire comme d'habitude, on va se battre. Dans l'histoire de la Ve République, une seule motion de censure a jusqu'à présent été adoptée et a donc fait tomber un gouvernement. C'était sous Georges Pompidou en 1962. Verdict mercredi prochain à l'Assemblée nationale. Et avec notre invité, nous allons parler politique nationale. Bonsoir, Edouard Fitch. Bonsoir à tous. Vous êtes président donc, du Tapura Huiratira, représentant à l'Assemblée de Polynésie, aussi maire de Pirée. C'est compliqué depuis plusieurs mois au niveau national. Désormais, on a 2 motions de censure. On a entendu votre député Moirani Frebo qui dit qu'on ne peut pas se permettre de repousser encore de 6 mois l'étude des dossiers. Est-ce que cette instabilité en métropole a des conséquences néfastes concrètes sur les dossiers polynésiens? Je ne peux pas vous dire là, en ce moment, qu'il y aura sûrement des conséquences néfastes, mais il y aura des conséquences. Je vois la Nouvelle-Calédonie, par exemple, je sais qu'il y a une dizaine d'élus calédoniens qui sont actuellement à Paris, qui discutent avec M. Barnier depuis 15 jours, tout le travail est foutu en l'air.
Là, on repart à zéro parce que le gouvernement va tomber. On sait que les deux gros partis vont voter pour. C'est triste ce qui se passe. On ne sait plus. Moi, j'ai l'impression de ne plus savoir dans quel monde je vis aujourd'hui. Lorsqu'on regarde les déclarations des uns et des autres, le Front National et le Front Populaire sont en train de tout faire parce que l'objectif c'est de descendre le président de la République. Et ça faisait plusieurs mois déjà. Ouais, et ils veulent tous les deux être président à la place du calife. Alors, voilà, c'est un problème d'ego, d'homme politique. Il faut qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation. Mais c'est vrai aussi que la dissolution de l'Assemblée nationale n'a pas apporté de solution au problème puisque l'Assemblée nationale est partagé entre trois grands groupes, avec des groupes qui ne peuvent pas s'entendre. Donc, de toute façon, cette motion de censure ne va faire que repousser le problème et on n'avancera pas avec ça. Merci pour ces premières réponses, Édouard Frisch. Avec ces deux motions, justement, déposées par le nouveau Front populaire et le Rassemblement national, le traitement des dossiers va encore traîner. Une très mauvaise nouvelle pour la députée polynésienne Nicole Sanker, que l'on écoute au micro de Melissa Chang et Patrick Tsinsing. C'est une mauvaise surprise pour nous parce que nous devons avoir des interlocuteurs à Paris et malheureusement sans gouvernement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et là, doublement, il n'y a pas de budget qui a été validé. Donc on rentre dans une situation inédite qu'on n'avait pas vue depuis 1962, je crois, où une loi spéciale va devoir être votée en urgence pour pouvoir lever les impôts et assurer les salaires des fonctionnaires. Alors, Édouard Frisch, d'un côté, au niveau national, on demande de faire des économies parce que la dette publique a augmenté. En Polynésie, par contre, on a beaucoup d'argent, près de 50 milliards. Finalement, quand on regarde la situation dans l'Hexagone et les finances, le soutien qui risque d'être réduit, est-ce que ce n'est pas une bonne chose d'avoir des économies ? C'est toujours une bonne chose d'avoir de quoi se retourner quand on est dans des difficultés. C'est ce qui nous a permis de nous battre à l'époque de la Covid. S'il n'y avait pas ces 20 milliards de disponibilité, on ne s'en serait pas sorti. C'est toujours une bonne chose. Mais il ne faut pas trop en avoir non plus. Parce qu'on n'est pas là pour thésauriser. On est là pour rendre de l'activité au pays. On est là pour essayer de nous orienter vers les plus nécessiteux d'entre nous. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Je suis désolé. Oui, mais vous reprochez au gouvernement de ne pas assez investir, de ne pas utiliser cet argent à bon escient. Vous auriez fait quoi, vous ? Attendez. D'abord, ce gouvernement, enfin, j'ai l'impression, franchement, sans être méchant, je ne veux pas être méchant, mais qu'on a affaire à un imposteur. Lorsqu'on vient dire ici à la télévision que de toute façon, le village tahitien ne pouvait pas voir le jour parce que tout cela s'est décidé en 24 heures, mais c'est un mensonge. Les candidats au village tahitien, on les a attendus pendant 1 an. Entre le moment où on a fait l'appel à candidature et au moment où on a donné les candidats, c'est sérieux. On ne peut pas créer des mensonges pour justifier une incompétence ou justifier le fait qu'on ne prenne pas de décision. Et ce gouvernement, ce budget, je l'ai dit et je le redis, est un budget inefficace parce qu'on ne crée pas d'activité derrière. On ne crée pas suffisamment de grands chantiers pour pouvoir assurer l'année prochaine le carnet de commandes de plusieurs entreprises qui ont embauché des milliers de personnes chez eux. Donc si on comprend bien, vous auriez investi cet argent pour le village tahitien, par exemple. J'aurais commencé par effectivement booster un peu plus le plan de relance que le gouvernement actuel a mis à la poubelle. Le plan de relance, c'est quoi ? C'est de créer des gros chantiers. C'était le centre culturel à Waiami. C'était le lycée de Moria qui tout ça a été jeté à la poubelle. Tout ça a été jeté à la poubelle. C'est pour ça que l'on dit. Mais attendez. Alors, on vient nous dire qu'il faut prendre des petits chantiers. Mais les petits chantiers ne vont pas faire avancer les choses. Je suis désolé. On va parler aussi de lutte contre la cherté de la vie avec vous, Édouard Frisch. D'abord, on va parler de ce dispositif des produits de première nécessité que le gouvernement Broderson souhaite réformer. Mais avant d'entamer ce vaste chantier, 6 nouveaux produits ont fait leur apparition dans la nouvelle liste des PPN dont les prix ont globalement augmenté pour satisfaire les commerçants qui ne perçoivent qu'une petite marge sur la vente de ces denrées. Reportage dans un quartier de la Mission avec Melissa Chang et Patrick Tsinsing. Cette petite étiquette rouge qui désigne les produits de première nécessité attire tout de suite l'œil des consommateurs. Seulement voilà, le 27 novembre dernier, le Conseil des ministres a décidé d'augmenter le tarif des produits PPN, une douche froide pour les habitués de ce magasin. On est obligé de regarder notre argent pour pouvoir distribuer nos besoins de nos enfants.
Maintenant, nos enfants, ils mangent aussi les produits PPN, tout comme nous. Pour moi, ce n'est pas grand-chose qui tombe. On fait juste comme 1-2%. Ça ne change pas, hein, ça ne change pas pour moi, hein, mais enfin avec, c'est comme ça. Hein. On ne fait pas attention parce qu'on nous dit que les prix des PPN ils montent, puis ils descendent. Nous, les consommateurs, on ne sait plus du tout ce qu'il en est. Cette revalorisation des prix, qui n'a pas eu lieu depuis 35 ans, va profiter aux commerçants qui, à cause de la réglementation, ne gagnent presque rien sur la vente très encadrée de ces denrées. C'est une bonne chose pour nous que la marge soit augmentée parce qu'avant, même les fournisseurs, eux, ils stockaient de la marchandise, ils gagnent en grande quantité et leur marge est minime parce qu'il faut partager entre le commerçant et le fournisseur. Donc pour eux, c'est pas bien, pour nous, c'est pas bien aussi, quoi. Pour le ministre de l'Économie, une réforme de ce dispositif devrait voir le jour en 2025. Le président a demandé des solutions plus immédiates. C'est comme ça que je n'ai pas d'autre solution en fait que de continuer avec ce dispositif PPN pour proposer donc une extension à de nouveaux produits. Alors dans le dispositif qu'on propose là, il y a plusieurs parties. La première, c'est effectivement d'étendre la liste des PPN à de nouveaux produits. Et puis une autre partie qui consiste à convertir des marges en valeur relative en valeur absolue, c'est-à-dire parce que le pourcentage a des montants fixes. Dans une question orale, Hina Mweura Cross, représentante à l'Assemblée, pointe du doigt la présence de produits importés dans cette nouvelle liste. Ce qui m'a surprise dans cette liste, c'est l'arrivée de fruits comme la pomme et l'orange. Et j'ai pu le dire en off auprès du ministre, ça ne va pas du tout en corrélation avec la campagne que nous avons faite, le Tavini Huiratira, en 2023, avec une promotion de nos fruits et légumes locaux. À savoir que les oignons jaunes, les pommes de terre et le vinaigre blanc non aromatisé font désormais partie des nouveaux produits PPN. La modification de la liste des PPN. Édouard Fitch, si vous étiez au pouvoir, quelle aurait été votre mesure forte pour lutter contre la vie chère? C'était une bonne idée, cette histoire de PPN. Je rappelle que le gouvernement actuel devait supprimer les PPN pour créer une carte d'accès à ces personnes qui sont nécessiteuses pour pouvoir bénéficier d'aide. Malheureusement, les choses ont changé. Je dis malheureusement parce que les PPN, quand on les garde, c'est bien. Mais par contre, quand on libère la marge des commerçants, c'est un autre problème. Parce qu'effectivement, c'est la conjugaison des taxes et des marges contrôlées, des taxes annulées sur les produits PPN qui font qu'on arrive à avoir des produits au bas prix. Aujourd'hui, c'est une imposture. Il ne fallait pas libérer les marges. C'est une imposture. Mais bien sûr qu'il ne fallait pas libérer les marges. Alors, je ne comprends pas ce que veut faire ce gouvernement. Ce qui est certain, c'est que j'attendais. Je pense à une mesure, effectivement, qui pourrait nous aider à baisser encore plus les prix. C'est le calcul des droits d'entrée sur les produits qui nous arrivent de l'étranger. Vous avez vu que sur la Nouvelle-Zélande, par exemple, où on a près de 10 milliards, plus de 10 milliards d'importations, nous n'allons gagner que nous allons perdre que 200 millions de taxes, de droits et de taxes sur ces produits qui sont annoncés comme des produits allant alléger le coût de la vie. Non, le coût de la vie ne sera pas allégé. Aujourd'hui, on croule sous des prix. Et Édouard Fitch, il y a des fonctionnaires qui demandent plus de pouvoir d'achat et justement la FRAPP a lancé un mouvement de grève. Ils demandent la revalorisation de la valeur du point d'indice salarial pour donner un peu plus de pouvoir d'achat. C'est justifié? Bien sûr que c'est justifié. Et je pense que le président a eu tort de refuser d'office une révision. Il l'a fait pour tout le monde. Vous l'auriez augmenté, vous? Mais il faut augmenter, effectivement. On n'a pas... Aujourd'hui, c'est un engagement du Tavini Huiratira, un, de faire baisser les prix de la consommation et deux, de revaloriser le pouvoir d'achat. Nul de ces deux-là sont aujourd'hui respectés. Merci beaucoup, Édouard Fitch, président du Tapura Huiratira et également représentant à l'Assemblée. Plusieurs syndicats nationaux appellent à la grève au sein de la fonction publique le 5 décembre prochain. Les organisations CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaire, CFE-CGC et FAFP souhaitent que le ministre de la fonction publique renonce aux 3 jours de carence dans la fonction publique, à la diminution de l'indemnisation des jours d'arrêt maladie et au non-versement de la JIPA, la garantie individuelle du pouvoir d'achat. 6 autres revendications ont été inscrites, dont la refonte des grilles indiciaires. Thierry Barrère, secrétaire général UNSA Éducation, estime que le gouvernement doit trouver d'autres solutions pour faire des économies. L'exemple de la diminution de l'indemnisation des jours d'arrêt maladie en est le symbole. On l'écoute au micro de Nicolas Suir et Dylan Fels.
C'est quand même le rôle de l'employeur, de quelque part, ou de l'organisme de sécurité sociale, de contrôler si les absences sont réelles ou pas. Enfin, Après, c'est pas à nous de le déterminer. Nous, on voit qu'au final, les fonctionnaires sont à la double peine. C'est-à-dire ils sont malades et derrière, ils prennent en plus une perte de salaire sèche. Depuis ce lundi 2 décembre, le couvre-feu en Nouvelle-Calédonie a été levé après plus de 6 mois de restrictions de déplacement puisqu'il avait été instauré et maintenu depuis le 14 mai. Ces derniers jours, le couvre-feu était applicable de minuit à 5 heures du matin. Pour l'instant, seuls les habitants du sud du Mont-d'Or sont toujours limités dans leurs déplacements la nuit à cause de verrous placés sur la route entre 18 heures et 6 heures du matin. Retour en Polynésie, sur la perle du Pacifique, Bora Bora. Pour la première fois depuis la création du Heiva'i Pari, l'événement a été délocalisé ou plutôt repensé et adapté. C'était le principe du HIPS Bora Bora, comprenait le Heiva'i Pari Bora Bora, une compétition internationale de Oritaiti qui a réuni sur la place Tuvavau de Vaitape une cinquantaine de participants venus des États-Unis, de France, du Japon ou encore du Mexique. Chez les Vahinés, le Japon s'est imposé, alors que chez les Tahamés, ce sont les Mexicains qui ont gagné la compétition. Écoutez Ken Cartler, organisateur du HIPS Bora Bora. Il est au micro de Tamatea Terorotua. Les deux matchs étaient très serrés, le Fénois était bien représenté et on peut dire aussi que le Fénois a un peu remporté puisque parmi les deux Japonaises, il y a deux Japonaises qui vivent ici à Bora Bora, qui s'entraînent dans l'école de Bora Bora finalement et qui sont à moitié japonaises, moitié d'ici. Donc finalement, l'île de Bora Bora a remporté aussi un titre de champion du monde par équipe. L'information principale de ce lundi 2 décembre, le Premier ministre Michel Barnier et son gouvernement sont en sursis. Le nouveau Front populaire et le Rassemblement national ont déposé 2 motions de censure après l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter le budget de la Sécurité sociale. Les motions seront débattues mercredi. D'abord, celle du nouveau Front populaire qui a de fortes chances d'être adoptée grâce au vote soutien du Rassemblement national. Dans les prochains jours, le gouvernement Barnier devrait donc tomber. À la une du quotidien Tahiti Info, demain mardi, l'action sociale du pays dévoilée. Sur votre petit écran, ce lundi soir, 2 épisodes de la série Tropique criminel. Après ce journal, puis à partir de 21h10, le téléfilm français Meurtre en Champagne. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Le mois de décembre a débuté. C'est bientôt les fêtes. Alors on se quitte sur les messages de vœux des Polynésiens pour cette fin d'année. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Que tout le monde passe de belles fêtes en famille si possible et plein de bonnes choses pour l'année 2025, surtout la santé. Je souhaite fête d'année à tout le monde, la Polynésie française qui nous écoute, qui nous regarde. Voilà. Que je les souhaite un joyeux Noël et qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je fête le joyeux Noël pour mes enfants à Ahé. Ma fille avec mes moutouas et mon beau-fils. Et tout le monde qui sont là à Ahé, joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël à tout le monde. À votre famille? La famille, dans les îles, ici à Tahiti, dans les Australes, îles du Vent, tout le monde. Voilà. Les Marquises, à tout le monde. Joyeux Noël et bon. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet